Alors on se retrouve pour la dernière partie du chapitre 5 sur la technique du diviser pour régner avec une technique de tri de liste ou de tableau. Donc nous on a déjà vu le tri par insertion au chapitre précédent. Le tri par insertion, il y a pas mal de comparaisons. On avait un algorithme en grand taux de n carré. Alors on se pose la question si une technique du type diviser pour régner peut améliorer les choses ou pas. Donc le tri par partition fusion, le principe consiste à prendre la liste de valeurs et la couper en deux, trier chacune des deux valeurs, et pour ça il faudra peut-être couper en deux. Et une fois que ces deux suites sont triées, on va refusionner les deux listes, et fusionner deux listes qui sont déjà triées, ça on l'a déjà fait dans le chapitre précédent aussi, et on sait qu'on peut faire ça de manière linéaire. Donc l'algorithme, si on l'écrit, c'est assez simple. On prend une suite de valeurs S. Si la longueur de S est strictement plus grande que 1, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux éléments, il va falloir les trier, sinon le travail est fini. Donc s'il y a au moins deux éléments, qu'est-ce que je fais? Je scinde la suite de valeurs S en deux suites, S1 et S2. Je trie la suite S1, je trie la suite S2, et ensuite je fusionne S1 et S2 et je le remets dans la suite S. Alors le plus simple pour comprendre, c'est sûrement de prendre un exemple. Donc si on prend la suite 5, 1, 6, 3, 2, 7, 8, donc là j'ai remis l'algo pour que vous l'ayez sous les yeux, il y a plus qu'un élément, donc je vais couper cette suite en deux. Ensuite, on va trier S1. Et pour trier S1, on va rappeler la fonction. Évidemment, cette fonction, vous l'aurez compris, elle est récursive. Donc la suite S1, elle a encore 4 valeurs, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans la fonction et on va recouper en deux. On va s'intéresser à la suite S1 de cette fonction-là, qui contient 5 et 2, et donc encore deux valeurs, donc on va recouper en deux. Il faut trier 5 et il faut trier 2, mais trier 5, c'est déjà fait puisqu'il n'y a qu'un élément, donc la suite 5, ça y est, elle est triée. Donc on continue cette fonction-là, on va trier maintenant S2. S2 ne contient qu'un élément, donc elle est déjà triée. Et donc je vais fusionner S1 et S2. Je vais les fusionner, et donc, hop, elles vont remonter, et cette fois-ci, on va voir la suite 2, 5. Maintenant, on va s'intéresser à la suite 6-8. La suite 6-8, elle contient deux éléments, donc on va scinder en deux. Chacune des suites ne contient qu'un élément, donc elles sont triées. Et on va les fusionner, 6 et 8, qui va donner la suite 6-8, ici elle était déjà triée. La suite S1 est triée, la suite S2 est triée, il n'y a plus qu'à fusionner ces deux suites-là. Et donc on va fusionner les deux suites pour obtenir 2, 5, 6, 8. La suite S1 est triée, il faut trier la suite S2 qui contient 1, 3 et 7. Même principe, on va couper en deux. Je me retrouve avec une suite S1 qui contient 1 et 7 et une suite S2 qui est toute seule qui contient que 3. 1 et 7, je les scinde en deux. La suite 1 et la suite 7 sont triées. Je les fusionne. La suite 3 ne contient qu'un élément. Elle est déjà triée. On fusionne ces deux suites-là et on obtient la suite 1, 3, 7. On fusionne ces deux suites-là et on obtient la suite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. On sort de la fonction et on renvoie la suite triée. Donc on va s'intéresser à la complexité de cet algorithme. Donc je vous laisse faire l'exercice. Alors si on appelle T de n le nombre de comparaisons pour trier une liste à n éléments, donc j'ai une liste à n éléments, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord la scinder en deux listes de n sur 2 éléments si n est pair. Scinder, ça demande combien de comparaisons? Aucune. Il n'y a aucune comparaison pour scinder deux listes. Alors là, comme algorithme pour scinder, j'ai décidé de mettre une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Donc zéro comparaison pour scinder. Ensuite, il va falloir trier. Trier ces deux listes à n sur 2 éléments. Donc pour trier une liste à n sur 2 éléments, on sait que ça va me coûter t de n sur 2. Et ça deux fois puisqu'il y a deux listes à trier. Et ensuite, on va fusionner ces deux listes-là. Pour fusionner ces deux listes-là, il va falloir parcourir les n sur 2 plus n sur 2, c'est-à-dire les n éléments, et les insérer au fur et à mesure. Donc ça, on sait que ça va me coûter n comparaisons pour fusionner les deux listes à n sur 2 éléments. Donc au total, on trouve que t de n, ça vaut 2 fois t de n sur 2 plus n. Voilà la relation de récurrence qu'on va essayer de résoudre. Alors à cause du 2 qui est devant, vu que ça fait plusieurs fois qu'on le fait, on ne va pas être surpris. On va poser ul égale t de 2 puissance L sur 2 puissance L. Alors commençons par calculer le premier terme, U0. U0,
ça fait t de 2 puissance 0, c'est-à-dire t de 1, sur 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc ça vaut t de 1. Et t de 1, c'est le nombre de comparaisons pour trier une liste qui a un élément. Donc s'il y a un élément, il n'y a aucune comparaison à faire. Bon, là, essayons de trouver une relation de récurrence maintenant entre UL plus 1 et UL. Donc UL plus 1, ça vaut quoi? Donc ça vaut t de 2 puissance L plus 1 sur 2 puissance L plus 1. Mais 2 puissance L plus 1, d'après la relation de récurrence, ça vaut 2 fois t de 2 puissance L, c'est-à-dire t de 2 puissance L plus 1 sur 2, plus 2 puissance L plus 1. Le tout sur 2 puissance L plus 1. Si on sépare cette fraction-là en deux, ça va faire t de 2 puissance L sur 2 puissance L, c'est-à-dire UL, plus 1. Donc au final, on se retrouve avec une suite tout simplement arithmétique. Une suite arithmétique, on sait la résoudre, et on sait qu'on va avoir UL égale U0 plus L fois la raison. Et donc ici, ça donne tout simplement UL égale L. Donc comme t de 2 puissance L vaut 2 puissance L fois UL, on en déduit que ça vaut L fois 2 puissance L. Alors moi, je préférais avoir t de n, donc vu qu'on a n égale 2 puissance n, on trouve que L vaut le log en base 2 de n. Bon, il n'y a plus qu'à remplacer ça. On trouve que si n est une puissance de 2, t de n égale n fois log en base 2 de n. Alors ça, c'est la formule quand n est une puissance de 2. Parce que quand n est une puissance de 2, mais tout se passe bien, on peut diviser en 2 tant qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si n n'est pas exactement une puissance de 2? Si n n'est pas une puissance de 2, on peut trouver une puissance de 2, m, telle que n soit coincé entre m et 2 fois m. Par exemple, si n vaut 7, on peut toujours coincer 7 entre 4, donc 2 au carré, et 8. Alors c'est assez clair que la fonction qui a n donne t de n est une fonction qui est croissante. Plus j'ai d'éléments avec cette technique-là, plus je vais avoir de comparaisons à faire. On a vu dans l'exemple précédent que si n n'est pas une puissance de 2, finalement l'arbre de récursivité va s'arrêter un petit peu plus vite, et donc on aura un petit peu moins de comparaisons. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est que t de m est plus petit ou égal à t de n, qui est à son tour plus petit ou égal à t de 2m. Maintenant, t de m et t de 2m, comme ce sont tous les deux des puissances de 2, on sait le calculer, on l'a calculé juste avant. Alors je voudrais essayer de démontrer que t de n sur n ln de n est borné, c'est-à-dire qu'on aura bien t de n qui est de l'ordre de n log de n, même si n n'est pas une puissance de 2. Alors t de m et t de 2m, on peut le remplacer par les calculs qu'on a fait. Et ce qu'on va faire, on va essayer de majorer et de minorer chacun des deux côtés de l'inégalité. Alors commençons par le membre de gauche. M log en base de 2m sur n ln de n, m est plus grand que n sur 2. Donc du coup, le m log en base de 2m, c'est plus grand que n sur 2 log en base de 2n sur 2. Log en base 2 de a sur b, c'est log en base de 2a moins log en base de 2b. Et donc on obtient cette quantité-là. Cette quantité un, si je sépare ma fraction en deux, on va pouvoir l'écrire ainsi. Et donc on voit que la suite un est une suite convergente, elle converge vers 1 sur 2 ln de 2. Et une suite qui est convergente est forcément minorée. Pour le membre de droite, c'est la même chose. Cette fois-ci, on sait que m est plus petit que n. Et donc on obtient cette majoration en fonction de n. Mais de la même manière, la suite Vn, si on la coupe en deux, on voit aussi que c'est une suite qui est convergente. Une suite qui est convergente est aussi majorée. Donc finalement, le terme du milieu, t de n sur n ln de n, c'est encadré par deux constantes m1 et m2. C'est-à-dire, c'est la définition que t de n est de l'ordre de n log de n. Je vous propose un dernier exemple pour finir ce chapitre. On considère un nuage de points, et on se pose la question, dans ce nuage de points, quels sont les deux points les plus proches? Et à quelle distance sont-ils? Alors si je vous pose cette question-là, peut-être qu'on peut supposer que ce sont ces deux points-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus proches, et c'est ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Alors un premier exercice, en imaginant que le nuage de points est modélisé par un tableau de coordonnées. Essayez d'imaginer un algorithme, je ne vous demande pas d'écrire le programme, mais juste un algorithme, qui permettrait de répondre à la question et d'évaluer sa complexité. Alors l'algorithme le plus naïf, ce serait de faire deux boucles sur tous les points, et de prendre tous les couples possibles avec deux points distincts, bien évidemment, de calculer pour chacun la distance, et parmi toutes les distances calculées, trouver la plus petite. Donc le nombre de couples de points possibles, c'est la combinaison de 2 parmi n, c'est-à-dire n fois n-1 sur 2. Donc je vais avoir n fois n-1 sur 2 calcul de distance pour répondre à la question et trouver les deux points les plus proches. Donc on aurait un algorithme de l'ordre de n carré. Donc comme pour tous les exercices de ce chapitre, on se pose la question, est-ce qu'une méthode de type diviser pour régner améliore les choses? Diviser, ça ne va pas être un souci. On peut toujours prendre la valeur médiane des abscisses, et puis séparer les points en deux nuages, selon si l'abscisse est plus petite ou plus grande que la médiane. Attention, je parle bien de la médiane, c'est-à-dire qu'il va partager en autant de points à gauche et à droite, et pas la moyenne. Une fois qu'on aura divisé ça, et divisé, on pourra régler le problème dès qu'on aura plus que 2 ou 3 points. Pour 2 points, c'est facile. Pour 3 points,
il faut regarder chaque côté du triangle et trouver les 2 points les plus proches. On ne peut pas baisser en dessous de 3 points. Pourquoi? Parce que si 3 points vous les partagez en 2, vous allez avoir un point qui va être tout seul. Or s'il est tout seul, il n'y a pas de distance à comparer si vous voulez. Donc il faut s'arrêter à soit 2, soit 3 points. Si on veut que ce soit efficace, il faudra donc ordonner les points par leurs abscisses. Comme ça, ce sera facile de séparer les points à gauche, ce qu'on va appeler TXG, et les points à droite, TXD. La question un peu plus ardue va être comment est-ce qu'on peut fusionner les résultats obtenus. Si je connais dans la zone verte les 2 points les plus proches, et si je connais dans la zone rose les 2 points les plus proches, il faut que je trouve dans l'ensemble qui est ici les 2 points les plus proches. Or, les 2 points les plus proches peuvent être ceux que j'avais trouvés dans la zone verte, ceux que j'avais trouvés dans la zone bleue, mais il pourrait très bien avoir 2 points très proches qui seraient de chaque côté de la frontière. Alors on se propose de définir une bande de largeur 2 fois la plus petite valeur entre DG et DD. Exercice, pourquoi est-ce qu'il est inutile de chercher en dehors de cette bande-là? Donc ce qu'on a déjà expliqué, c'est que dans la zone verte, on connaît les 2 points les plus proches. Dans la zone rose, on connaît les 2 points les plus proches. Donc la seule question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un point dans la zone verte et un point dans la zone rose. Donc s'il y a un point de chaque côté, alors au mieux, il y en a un qui sera collé à la frontière et l'autre qui sera collé sur le bord de la bande. Et donc dans ce cas-là, on aura une distance de D. Or on a déjà des points qui sont à une distance de D. Tous les autres points sont à une distance plus grande. Donc c'est inutile de chercher en dehors de cette bande-là. Donc finalement, pour fusionner les résultats et trouver les 2 points les plus proches, il faudra faire le tri entre ces 2 points-là qui est minimisé dans la zone verte, cette distance-là qui est minimisée dans la zone rose, et ensuite toutes les distances possibles entre tous les points pris dans cette bande-là. Et le problème, c'est dans cette bande-là, si j'ai vraiment pas de chance, ben quasiment tout le monde va y être. Donc je peux avoir énormément de points dans cette bande-là. Et donc finalement, si je dois essayer toutes les combinaisons possibles, je vais me retrouver avec un algorithme qui va être de l'ordre de n carré, et je vais pas avoir simplifié le problème. Alors l'exercice suivant va nous permettre d'améliorer les choses. Essayez de le faire. Alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir plus que 8 points dans le rectangle que j'ai dessiné ici? Supposons déjà qu'il y en ait 8. Donc si je veux qu'il soit le plus réparti possible, on va dire, il y en aurait un dans chaque petit carré que j'ai dessiné en pointille. Donc s'il y en a un 9e, il y a forcément 2 points dans un même carré. Donc là j'ai pris par exemple dans ce carré-là, mais ça pourrait être dans n'importe lequel des autres carrés. On va essayer de démontrer qu'on ne peut pas avoir 2 points dans un petit carré ici. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les carrés, ils sont soit dans la zone de gauche, c'est ce qu'on avait, la zone verte qu'on avait tout à l'heure, soit dans la zone rose, c'est-à-dire dans la zone de droite. Donc on sait que les 2 points sont au minimum espacés de D. Donc si on zoome sur le carré ici qui m'intéresse, on a un carré dont le côté mesure D sur 2. Et les points les plus espacés sont ceux qui seraient situés sur cette diagonale-là ou cette diagonale-ci. Donc si j'appelle ρ cette longueur-là, c'est la diagonale d'un carré. La diagonale d'un carré, on sait que c'est le côté fois racine de 2. Donc ça fait D racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2, c'est environ 0,707. Et donc c'est plus petit que 1, donc cette distance-là, elle est plus petite que D. Ça voudrait donc dire qu'on aurait trouvé 2 points dans la zone verte ici, mais ce serait pareil de l'autre côté. On aurait trouvé 2 points dans la zone verte qui seraient à une distance plus petite que D. Ce qui n'est pas possible puisque D, c'est la plus petite des distances entre les distances de la zone verte et les distances de la zone rose. Donc c'est impossible d'avoir plus de 8 points dans ce rectangle-là. Alors, en quoi est-ce que cela simplifie le problème? Cela simplifie le problème parce que si je ne peux pas avoir plus de 8 points dans une zone de hauteur D, ça veut dire que c'est pas la peine d'aller comparer avec tous les points possibles, mais si je compare juste un point avec les 8 points qui suivent, même les 7 points qui suivent, alors je suis sûr que les points qui sont en dessous ne peuvent pas être non plus proches que D puisqu'ils sont à l'extérieur du rectangle de tout à l'heure. Et donc c'est comme si vous voulez, on faisait glisser au fur et à mesure le rectangle dans cette bande-là. Donc pour chaque point, au lieu de comparer avec tous les autres points de la bande, il suffit de calculer avec les 7 points qui se trouvent en dessous. Le problème c'est que les points qui sont en dessous, je ne sais pas du tout où ils se trouvent puisque moi j'ai trié mes points dans l'ordre des abscisses et pas dans l'ordre des ordonnées. Donc ça veut dire qu'il me faut aussi un tableau de TY en connaissant les points classés par ordonnée. Donc si on résume la situation, le nuage de points est rentré 2 fois en fait, une fois dans un tableau TX qui contient les coordonnées des points mais classées par ordre des abscisses, et une fois dans un tableau TY qui contient les mêmes points mais placés dans l'ordre des ordonnées. Regardons donc l'algorithme. S'il y a strictement moins de 4 points, c'est-à-dire, c'est ce qu'on avait dit, il peut y avoir 2 ou 3 points, alors on peut faire une méthode naïve qui va régler le problème. Donc sinon, je vais diviser mon nuage de points en 2. Donc je vais obtenir 4 tableaux, tableau de gauche classé selon le X, tableau de droite classé selon le X, tableau de gauche classé selon le Y, tableau de droite classé selon le Y. Et puis, au fur et à mesure qu'on parcourra le tableau, donc tout ça, ça va se faire de manière linéaire, au fur et à mesure que je parcourrai le tableau, quand j'arriverai à la moitié du tableau, je garderai en mémoire
la position de la médiane. Ensuite, je vais rappeler l'algorithme plus proche avec la zone verte, c'est-à-dire le tableau de gauche. Et je vais rappeler plus proche avec la zone de droite, c'est ce qu'on avait dessiné comme zone rose. Donc si la distance à gauche est plus petite que la distance à droite, je vais garder en mémoire, je vais appeler P0 et P1, les deux points qui minimisent la distance, et je vais appeler D, la plus petite des distances, c'est-à-dire ici la distance de gauche. Si c'est à droite qu'on a minimisé, on va appeler P0 et P1 les deux points qu'on a trouvés à droite, et on va appeler D la distance trouvée à droite. Ensuite, grâce au tableau qui est trié selon les ordonnées, on va pouvoir extraire un tableau que je vais appeler TY', qui contient tous les points qui sont dans la bande verticale. Ça va me permettre de créer une fonction que je vais appeler ici de part et d'autre, qui va regarder dans la bande, est-ce qu'il y a des points qui sont plus proches que la distance D. Si on trouve des points plus proches, on va renvoyer un booléen qui vaut vrai, et on va garder en mémoire ces deux points les plus proches, ainsi que la distance qui les sépare. Si donc on a trouvé mieux, on renverra ces points qui se trouvaient sur la bande. Sinon, on renverra les points qu'on avait trouvés dans une des deux zones, de gauche ou de droite. Alors évidemment, on peut se poser la question, quelle complexité au final? Est-ce que tout ça, ça valait le coup ou pas? Donc là, j'ai recopié l'algorithme pour qu'on me l'ait sous les yeux. On va appeler comme d'habitude, dans le cas où n est pair, où tout se passe bien, Cn, le coût pour trouver la distance minimale. Alors ici, on va s'intéresser surtout au test, puisque c'est surtout des comparaisons qu'il y a. Alors, que vaut Cn? Bon, on va prendre l'algorithme ligne par ligne, on va regarder ce qui se passe. Il faut d'abord commencer par diviser les points. Diviser les points, il va falloir que je parcours mon tableau Tx qui a une longueur n. Et les points qui sont à gauche, je vais pouvoir les mettre dans le tableau de gauche, avant la moitié. Et après la moitié, les mettre dans le tableau de droite. Donc j'ai un parcours de n. Donc je vais connaître la valeur médiane. Et si je connais la valeur médiane, je vais re-avoir un parcours du tableau Ty. Et qu'est-ce que je vais faire à chaque fois? Si le point est avant la médiane en abscisse, je vais le mettre dans le tableau de gauche, Y, et si le point est après la médiane, je vais le mettre dans le tableau de droite. Comme le tableau TY est déjà trié et que je vais parcourir le tableau dans l'ordre, le tableau de gauche et le tableau de droite vont rester triés et donc je n'aurai pas à les trier à l'étape d'après. Donc ça va me coûter un parcours de longueur n pour le tableau Tx et un parcours de longueur n pour le tableau Ty. Donc ça va me coûter 2 fois n. Ici je me suis trompé d'ailleurs, j'ai mis n, mais c'est 2 fois n. On va voir que ça n'a pas d'incidence pour la suite. Ensuite, il va falloir que je trouve les points les plus proches dans la zone verte, la zone de gauche. Et donc ça va me coûter Cn sur 2 pour la partie de gauche et Cn sur 2 pour la partie de droite. Ensuite ici j'ai un test, puisqu'il faut que je teste est-ce que dg est plus petit que dd. Ici, pour faire la bande verticale, il y a encore tout le tableau Ty à parcourir. Donc ça va me coûter encore n tests. Enfin, il faut que j'appelle la fonction de part et d'autre. Dans le pire des cas, il y a n points dedans, mais je dois comparer ces n points-là, pas à tous les autres points, seulement aux 7 qui vont après. Donc dans le pire des cas, je vais avoir 7n ou 8n, tiens le n que j'avais oublié tout à l'heure et il se retrouve là. Je vais avoir 7n à faire, puisqu'il va falloir que je regarde un point par rapport à ces 7 voisins. Ensuite, je vais avoir un test sur le booléen, donc ça va me coûter un test, et ce sera fini. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Le coût pour n points, c'est 2 fois le coût pour n sur 2 points, et 10n plus 2. En tout cas, c'est 2 fois c de n sur 2, plus un grand taux de n. Alors on va calculer le coût avec un grand taux, ça changera, comme ça vous aurez vu différentes démonstrations dans ce chapitre là. Donc ici je ne vais pas m'occuper si le grand taux c'est du 10n plus 2 ou du 7n plus 3, c'est juste un grand taux de n. Dire que c'est un grand taux de n, ça veut dire qu'il existe une constante positive telle que c de n est plus petit que 2 fois c de n sur 2 plus une certaine constante que j'ai appelée gamma ici fois n. Comme l'autre fois, on va poser un égale c de 2 puissance l sur 2 puissance l, et comme tout à l'heure, on va presque trouver que c'est une suite arithmétique, sauf que cette fois-ci, on n'a plus une égalité, mais une inégalité. Et donc du coup, on ne peut pas dire que la suite UL est arithmétique. Alors, c'est pas trop gênant, ce que je vais faire, c'est que je vais sommer cette inégalité-là. Pour toutes les valeurs de k, commençant à 1, alors pourquoi je commence à 1? Parce que U0, ça n'a pas trop de sens, parce que ce serait le coût pour un point, et on a dit, s'il n'y a qu'un point, il n'y a rien à tester. Donc on va commencer à U1, c'est-à-dire on va commencer à 2 points. Donc je prends tous les UK plus 1 pour k allant de 1 à L-1. Et donc du coup, de l'autre côté, je fais la somme pour k allant de 1 à L-1 des UK plus gamma. La somme de droite, je vais pouvoir la couper en deux. La somme de gauche, je vais la réindicer pour y voir plus clair. Et donc j'obtiens la somme des UK pour k allant de 2 à L est plus petite que la somme des UK pour k allant de 0, de 1, excusez-moi, il y a une faute ici, de 1 à L-1, plus
gamma, mais gamma c'est une constante, donc gamma elle va être répétée combien de fois? De 1 à L-1, il y a L-1 valeur. Et finalement tout va sauter, parce que ici je vais avoir U2, U3, U4 jusqu'à UL, et ici je vais avoir, correction faite, U1, U2 jusqu'à UL-1. Donc il va rester U1 qui est tout seul à droite, et UL qui est tout seul à gauche. Plus gamma fois L, alors c'est vrai que si c'est plus petit que gamma fois L-1, c'est plus petit que gamma fois L, on va pas s'embêter avec le moins 1. Maintenant, U1 vaut quoi? U1 vaut C de 2 sur 2. Mais pour comparer deux points, il n'y a aucune comparaison à faire, donc U1 vaut 0. Donc on trouve que UL est plus petit que gamma fois L. Donc UL est plus petit que gamma fois L, c'est-à-dire que C de 2 puissance L est plus petit que gamma fois L fois 2 puissance L. C'est-à-dire que si n est une puissance de 2 comme tout à l'heure, on peut dire que C de n est plus petit que une certaine constante fois n log en base 2 de n. Alors là, cette fois-ci, on va pas tout recommencer, mais en effet, la fonction de coût est croissante, et donc on peut montrer que C de n, quel que soit n, plus grand ou égal à 2 évidemment, est un grand taux de n ln de n. Alors c'est pas tout à fait fini parce que l'algorithme complet demande d'abord de trier les tableaux. Et pour trier les tableaux, Tx et Ty, on a vu dans la partie juste avant qu'on savait faire ça en n ln de n. Donc au total, on a du n ln de n pour trier le tableau dx, n ln de n pour trier le tableau sur le y, et du n ln de n pour ensuite trouver les deux points les plus proches. Donc au final, on a enfin trouvé une complexité en n ln de n qui est mieux que le n carré qu'on avait au départ. Voilà, cet exemple clôture ce chapitre un petit peu long.